En réalité, pourquoi les gens du PDCI combattent le président Ouattara? Barak vous a expliqué comment le président Ouattara est venu, comment il a pu sortir la Côte d'Ivoire de la calamité économique en 90 jours ou voire 100 jours. Et il a expliqué un peu certains détails. Mais sachez que grâce au plan du président Ouattara, les gens du PDCI, là, certains qui avaient 5 voitures chacun, on a récupéré 4000 véhicules de luxe qu'on a vendus et puis on a mis l'argent dans les caisses de l'État. Ils avaient des maisons et ils avaient des salaires fictifs. C'est tout ça, quand on a coupé tout ça là, c'est ça qui a renfloué. Ça veut dire, crédit que la Côte d'Ivoire avait là, on a payé et puis il y a eu excédent de 90 milliards de francs CFA. Mais dans quelle république sommes-nous? Mais il a parlé de la carte de séjour. Mais on va enlever les écailles dans le cerveau de tout le monde. Les gens du PDC, vous êtes convoqués ici. Qui ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire, au moment où le PDC était dans le parti unique, il y avait 2 systèmes qui avaient cours en Côte d'Ivoire. Les plus pauvres des Ivoiriens et des étrangers en Côte d'Ivoire, on leur faisait payer une carte qu'on appelait la carte du parti à 500 francs l'année. Je mets tous les doyens et tous les intellectuels. Si le PDCI n'a pas fait ça, allez poser plainte contre moi. Ils ont fait ça depuis l'époque de la colonisation jusqu'à ce que Oufo quitte le pouvoir. Ça veut dire, si chaque citoyen, tu es ivoirien ou tu n'es pas ivoirien, si on te voit sur le territoire de Côte d'Ivoire, là, tu vas payer 500 francs. Mais qui payait ces cartes-là? C'était les plus pauvres. C'est ça, la Ouattara est venu pour dire que ce n'est pas normal. Avec l'article 7 de la Constitution qui a été voté là, avec le multipartisme, on ne pouvait plus payer de l'argent à notre parti. Et ça fait très mal aux gens du PDCI. Quand on s'assoit, on regarde les gens, on ne veut pas trop parler. Les gens comme les Chakadjans, c'est sur la misère du peuple que vos pères et vos mères vous ont nourri. Et ça, là, on peut vous dire ça facilement parce que les arguments sont là. Tout ce que vous voyez, c'est Ouattara qui est venu gâter leur mangement. Et ça, là, ils ne vont jamais pardonner à Ouattara. Les gens comme les Woniens, là, ils ont des centaines de maisons dans le plateau d'Abidjan, là. Ils ne payaient pas impôt. C'est le président Ouattara qui est venu dire, vous allez payer impôt, mais on met vos maisons là, dans les biens de l'État. Ça, il ne peut pas accepter. Troisième chose, le président Ouattara est venu. Qu'est-ce qu'il a constaté? Les Maliens, les Burkinabés et les étrangers viennent toujours en Côte d'Ivoire. Mais il y a une communauté, les Maliens, les Burkinabés, les gens du Niger, là, c'est eux qui viennent plus. Et qu'est-ce que les gens faisaient à ces communautés-là? Quand ils arrivent, chaque cadre du PDCI qui est dans sa région avait un accord avec les chefs des communautés maliennes, burkinabées et nigériennes. On dit chaque mois, là, vous envoyez tel nombre de millions, c'est pour moi. Ça veut dire le PDCI était dans un système de raquettes. En plus de la carte du PDCI, en plus de l'abus des biens de l'État de Côte d'Ivoire, voilà ce que les gens du PDCI faisaient. Ça veut dire, si toi tu es cadre dans ta région, tu dis au chef des Burkinabés, au chef des Maliens, au chef des gens du Niger, là, bon, je veux que chaque mois, chacune des communautés, vous m'envoyez 3 millions. Et qu'est-ce que ces chefs de communauté faisaient? Eux aussi, récemment dit à leur population, voilà, ils ont demandé 5 millions. C'est là le président Ouattara dit, comme les services de renseignement m'ont donné tous ces renseignements-là, au lieu de faire ça, alors qu'on a des accords avec la CEDEAO, pour ne pas qu'un jour on puisse être piégé là, ce qui est mieux là, le président Ouattara a appelé les représentants diplomatiques de ces pays-là, le Burkina, le Mali, le Niger. Il s'est assis avec eux. Il dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des situations difficiles. Aujourd'hui, là, nous ne rejetons qu'un Africain. Mais voilà les abus qui sont faits sur vos populations. Est-ce que vous aimez ça? Ou bien vous voulez qu'on laisse la cas continuer? Ou bien vous voulez qu'on a qu'à mettre fin à ça? Ils disent, ah vraiment, on veut qu'on a qu'à mettre fin à ça. Parce qu'on sait comment ça se fait aujourd'hui, mais on ne sait pas demain comment ça sera. C'est là, il leur a dit, bon, comme ça, là, on ne va plus leur demander de donner de l'argent à des individus qu'on ne maîtrise plus. Maintenant, on va leur dire, chaque année, là, une seule fois, ils n'ont qu'à payer 5 000 francs CFA, ils auront une carte, et puis personne ne va leur demander de l'argent. Tous ceux qui disent qu'ils veulent critiquer, Ouattara n'était pas le président. Il a proposé une idée, c'est Félix Houphouët-Boigny qui a validé. Henri Konan Bédié
Je crois bien à l'époque qu'il était président de l'Assemblée nationale ou bien quelque chose comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que les ministres de Ouattara font là, est-ce que ce sont les ministres ou bien c'est Ouattara? On va dire c'est Ouattara. Donc Ouattara travaille sous les ordres de Félix Houphouët-Boigny. Donc là, si la carte de séjour n'était pas une bonne chose là, les représentants diplomatiques des pays qui payaient la carte de séjour eux-mêmes là, ils allaient dire que ce n'était pas bon. Mais ils ont trouvé que c'était mieux. Les 5 000 étaient mieux que le raquettage du PDCI. Ça, c'était important qu'on puisse lever cette voile-là. La deuxième chose sur laquelle je voudrais que les uns et les autres retiennent quelque chose. Vous vous souvenez, cette semaine-là, il y avait une dame qui sortait. Elle avait plein de trucs qui étaient accrochés dans ses narines. Même quand tu la vois, elle te donne envie de vomir. Et chaque jour, c'est elle qui sortait. Ah non, elle a menti même sur l'église de Norbert Abécan. Et j'ai dit que voilà ses intentions. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Tout le monde a vu. Donc on ne revient plus là-dessus. Je vous avais dit qu'elle mentait. Je vous avais dit qu'elle travaillait pour Soro. Bon, aujourd'hui là, ce que j'ai dit là, je vais vous donner les preuves. Parce que c'est un homme. Quand tu dis quelque chose là, et que ton papa a marié ta maman, et puis tu as un enfant digne là, si tu dis quelque chose et puis personne ne te demande les preuves là, toi-même tu viens donner. Bon, ce que j'avais dit là, je vais vous donner les preuves aujourd'hui. Les preuves là, allez sur la page de Soro Guillaume, ce 31 août 2025, allez sur sa page. Lui-même il a confirmé. Chaque rumeur de mon arrivée agit comme un électrochoc dans le camp présidentiel. Pourquoi trembler à chaque fois que mon nom surgit dans l'actualité? Pourquoi redouter la confrontation démocratique avec moi à armes égales devant le peuple souverain? Ce qui est important, il vient de reconnaître que ce que la dame là disait, parce que c'est elle qui a parlé de cela. Il vient de dire que c'était des rumeurs. Il vient de faire quoi? Il vient d'invalider la thèse que lui peut rentrer en Côte d'Ivoire. Et je vous avais dit qu'il n'a pas les testicules assez solides pour arriver à 5 km de la Côte d'Ivoire. Il essaie là, on l'enflamme. C'est moi, je vous dis ça. Et c'est ce que je dis. Un vrai homme là, quand il parle, les gens ont l'impression que j'écris, je n'écris pas. Un vrai homme là, il ne se répète pas 2 fois. C'est pourquoi quand je parle là, je suis tellement sûr de ce que je dis là. Je parle fort une fois pour ne pas me répéter. Donc là, voilà la réponse que Soro Guillaume vous a donnée. C'est lui qui a payé la dame. Ils étaient dans un jeu. Aujourd'hui, il est venu confirmer que c'était une rumeur. Parce que lui n'a pas le couille suffisamment solide pour s'approcher de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, son objectif, il s'est effrayé lui-même. Parce que celui qui a envie de rentrer en Côte d'Ivoire, mais qui ne peut pas rentrer, il s'appelle Soro Guillaume. Celui qui veut être dans la politique ivoirienne, mais qui s'est disqualifié lui-même, il s'appelle Soro Guillaume. Soro Guillaume, Babo est pire que toi. Mais aujourd'hui, Babo est un parti en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, Babo est plus toxique que toi. Mais Babo là, il circule en Côte d'Ivoire. Ta méthode là, toi tu as dit que c'est par les armes que tu vas t'imposer là. C'est là on dit on va pas s'asseoir pour croiser les bras pour te regarder. Le jour que tu es prêt là, ton jour est notre jour. C'est ce qu'on t'a dit. Coléa, tu es là dans les commentaires. Hier, je vous ai dit que tout ce que vous êtes en train de dire là, le jour que vous lancez les hostilités, nous allons broyer vos colonnes vertébrales. C'est ce qu'on vous a dit. On vous attend au tournant. Ne vous plaignez pas. Lancez une expédition de rébellion sur nous. On va accueillir ça comme une bénédiction. Et vous allez comprendre qu'il y a des gens qui se donnent les moyens de protéger leur pouvoir. Et chers parents, nous autres là, nous on n'est pas là pour s'amuser avec quelqu'un. Nous on sait, si on perd ce pouvoir-là, le génocide qui va se faire après, nous on est conscients de cela. Parce que personne ne se laissera les bras croisés. Et les autres veulent nous maintenir dans le même schéma pour répéter les mêmes choses. Mais cette fois-ci là, c'est nous tous on va disparaître. On n'est pas pour ça. C'est qu'on dit là, est-ce que c'est pas clair? De la manière vous allez venir, c'est comme ça on va vous accueillir. Babo a compris qu'il ne peut pas dans la violence. Il est venu accueillir son parti. Est-ce qu'on l'a empêché? Mais toi tu dis tu vas prendre les armes pour forcer pour rentrer. On dit on t'attend aussi. De la manière tu viens, on va t'accueillir comme ça. Et donc, ceux qui s'amusent sur Internet à croire à n'importe quoi, voilà la preuve de ce que je vous disais. Méfiez-vous beaucoup. Parce que nous autres, on suit les gens, on comprend les gens, et on analyse sur plusieurs différents plans avant de parler. De la certification. Là, je vais lever vraiment tous les doutes pour que beaucoup de personnes comprennent beaucoup de choses. Je vous ai parlé de l'article 48. Je vous ai expliqué en 2000, le 6 octobre 2000, le 6 octobre 2000, le colonel Oulata Gouadi
nous dit que c'est eux qui ont fait un coup d'état pour mettre Gbagbo au pouvoir. Gbagbo n'a pas pu démentir. Gbagbo n'a pas posé plainte contre lui. C'est que Gbagbo sait dans quoi il était. Mais mieux, avant la proclamation des résultats, en 2000, toi, tu allais à une élection. On n'a pas encore donné les résultats. Toi, tu t'en vas à la présidence pour faire un tour symbolique et puis tu donnes des ordres aux militaires en tant que qu'ici, ce n'était pas un coup d'état militaire. Les faits sont suffisamment là. Gbagbo a pensé que lui, il venait pour diriger un peuple de lâches et qu'il pouvait se permettre tous les désordres. Donc, on finit l'année 2000. Quand on arrive en 2001, des gens comme les Boga Doudou lui disent: Gbagbo, si tu veux qu'on ait ce pouvoir pendant longtemps, cherchons à nous réconcilier ou mieux faisons quelque chose pour calmer les gens parce que c'est pas bon. Ce qu'on voit là, c'est pas bon. Il décide donc d'organiser le forum de la réconciliation en 2001. Chacun vient, chacun dit ce qui lui a fait mal et ce qu'il veut. Cette commission de réconciliation était dirigée par Seydou Elimane Diarra. Quand ils finissent, ils font la somme, l'analyse. Ils lui disent voilà les recommandations qu'il faut. Qu'est-ce que Gbagbo leur dit? Que les résolutions, les conclusions là, que lui il chie dessus et puis il prend et met ça dans le WC. Que parce que c'est pas une constitution bis. Donc, en d'autres termes, je m'en fous de ce qui peut arranger les Ivoiriens. Je m'en fous de ce qui peut apporter la paix en Côte d'Ivoire. Je fais ce que je veux parce que je suis en face d'un peuple lâche. Deuxième chose, Laurent Gbagbo commence à éliminer tout ce qui peut être une menace pour son pouvoir. Et ça, on l'a vu ici à travers les charniers. On l'a vu ici à travers le massacre des militants du RDR. Quand des pauvres militants sont sortis pour manifester, on comptait le nombre au-delà de 300-400. Chaque marche. Les militaires qui étaient originaires du nord de la Côte d'Ivoire étaient purement et simplement assassinés. C'était devenu la norme en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens du nord étaient considérés chaque jour à la télévision, à la RTI et à la télévision nationale. C'était la stigmatisation des hommes du nord. C'était la stigmatisation des musulmans. Bon, ceux qui ont fait ça là, supposez que eux qui étaient les bourreaux hier là, si le régime de Alassane Ouattara vous fait ça aujourd'hui, vous allez vous sentir comment? Comme ce n'était pas sur vous, donc vous vous en foutez pas mal de ceux qui ont subi le mal. Bon, de la manière que vous vous en foutez là, c'est comme ça ils sont allés, ils se sont constitués et puis ils sont venus écraser vos couilles. C'est dans ces conditions là donc que les rares militaires qui seront des survivants vont se retrouver au Burkina, vont faire une formation militaire. Et finalement, dans la nuit du 19 septembre 2002, ils vont frapper. Mais, malheureusement pour eux, ça ne va pas marcher. Et c'est là qu'ils vont se replier pour aller à Yamoussoukro. Quand ils étaient à Yamoussoukro, Gbagbo appelle la France. Il dit, si vous ne m'aidez pas, il était en Italie. Son fils qui s'appelle Ismaël là, venait de naître avec la Nadi Bambara. Que si vous ne m'aidez pas pour activer la défense militaire entre la Côte d'Ivoire et la France, je vais perdre le pouvoir. C'est là que, illico presto, la France vient repousser les rebelles dans un premier temps pour le mettre après Tébissou. Après le barrage de Tébissou. Mais après encore, quelque temps, ils trouvent qu'il faut une zone barrière. C'est là maintenant que du barrage jusqu'à Djebonois devient la zone tampon. Et comme ça, ils vont faire ça dans toutes les zones CNO. Donc la Côte d'Ivoire se retrouve divisée en deux. Les rebelles ont 60% du territoire, Gbagbo a 40% du territoire. Donc, qu'est-ce que cela donne comme une conclusion rapide? Ça veut dire que Gbagbo a perdu la guerre. Hein? Parce que la guerre aussi peut se définir comme la capacité de maintenir un territoire. Alors que Laurent Gbagbo avait juré de conserver les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Quand il échoue, maintenant il n'a plus d'autre choix que de rentrer maintenant dans des dialogues, dans des discussions. On va partir à Lomé, on va partir à Accra, on va partir à Marcoussis, on va faire ceci. Et l'une des dernières rencontres
Ce sera à Pretoria, ça sera en 2005. C'est eux-mêmes qui vont partir là-bas. Babo, Bédié, Ouattara et puis Soro. Ils vont aller s'asseoir là-bas. Le médiateur s'appelait Thabo Mbeki. Il leur a demandé, mais vous, votre problème en Côte d'Ivoire là, c'est quel problème? Eux tous disent que c'est problème d'élection. Que nous quatre là même là. Moi je n'ai pas confiance à Babo. Babo n'a pas confiance à Ouattara. Babo et puis Ouattara n'ont pas confiance à Bédié. Nous trois, on n'a pas confiance à Soro. Soro aussi n'a pas confiance à nous trois. Il y a une grave crise de confiance entre nous les Ivoiriens. Si un parmi nous organise l'élection là, on ne va jamais s'entendre parce qu'on doute les uns des autres. C'est là le monsieur dit, hein? Il dit, ah c'est comme ça, ah, nous-mêmes on ne croit pas en nous-mêmes. Babo là, si on lui laisse la possibilité d'organiser les élections là, nous trois là, Soro, Ouattara et puis nous on va contester. Nous aussi là, si on veut dire d'organiser les élections là, les gens de Babo ne vont pas accepter. Ah, c'est pas à Ouattara et puis Bédié on va demander d'organiser. C'est pas au chef rebelle Soro on va dire d'organiser. Donc comme c'est comme ça là, ce que vous avez fait au Timor, au Timor en 2007 là, vous êtes partis là-bas, eux ils avaient les mêmes problèmes, ils n'arrivaient pas à organiser eux-mêmes l'élection là. Est-ce que vous n'avez pas fait la même chose au Timor en 2007 et puis ils ont organisé l'élection? C'est là maintenant, on dit oui, oui. Et puis vous avez fait la même chose aussi en 2008. Et dit oui, oui. Et dit ok. Donc là, c'est la même chose là, nous on vous demande. En ce moment, on n'était plus... C'est les élections de 2010 que je vous parle parce que les petits malins m'ont dit mais comment tu es en 2005, comment les choses qui se sont passées en 2010, non, non, non. Je suis très cohérent dans ce que je dis, sauf si tu ne veux pas comprendre. Je suis en train de faire une analyse synthétique. Ça veut dire, je suis en train de faciliter la compréhension en condensant les faits. Parce que si je vais me mettre à lire les accords de Pretoria avant de lire la tête, on ne va pas quitter ici. Donc comprenez l'analyse synthétique que je suis en train de faire. Ah, donc, ça veut dire que quand c'est gâté sur un pays, qu'eux-mêmes ne savent plus comment ils font, donc l'ONU peut venir organiser l'élection. C'est là, on dit oui, oui. Ok. Donc maintenant, certification là même c'est quoi? On dit la certification là, si vous voulez qu'on vous aide là, ah, comme c'est vous-même qui vous êtes entendu là, et puis vous êtes venu, vous dites que c'est ça qui est votre problème là. Moi, Thabo Mbeki, ce que je peux faire, je peux prendre ce que vous avez fait et puis vous avez signé là. Je vais aller remettre à Kofi Annan, qui était secrétaire général de l'ONU. Lui maintenant là, il va faire valider ça comme une loi internationale. C'est ça qui est sorti. Et puis c'était la résolution 1765. Ça a été adopté en 2007 par le Conseil de sécurité de l'ONU dans son paragraphe 6 pour dire que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, on lui donne le mandat avec l'accord des protagonistes ivoiriens pour exercer un mandat exclusif de certification des élections en Côte d'Ivoire. Parce que le Conseil constitutionnel, parce que l'Assemblée nationale, parce que le président à l'époque de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et les opposants ont décidé que c'est ce qui les arrange et tous. On dit OK. Considérant que les normes et dispositions internationales acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes, considérant que les normes et dispositions internationales acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes, considérant que les normes et dispositions internationales acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes. Mais comment on va organiser la certification? On dit, le certificateur là, son rôle là, c'est de vérifier que toutes les étapes de ces élections de 2010 vont respecter les normes de l'ONU. C'est ça qui trompe beaucoup de personnes. À partir du moment où vous êtes venu confier votre destin à quelqu'un, vous n'avez plus le choix. Est-ce que vous n'avez pas dit en 2025 là, les gens de l'Union européenne, un coup comme ça, Ouattara, voilà l'argent, voilà 8 millions d'euros, il faut prendre pour mettre dans l'élection. Ouattara dit, c'est bon. Demain là, s'ils veulent parler, il va leur dire, ne mettez pas votre bouche dedans.
Donc la certification va se passer comment? C'est des gens qui vont aller voter. Mais qui va voter? Donc on va faire carte d'identité. Donc c'est là qu'en 2009 on fait carte d'identité. Les cartes d'identité orange qu'on appelle carte d'identité babo là. C'est l'ONU qui a fait, c'était pas cadeau, hein. C'est l'argent de l'ONU. L'ONU dit, pourquoi on puisse nous-mêmes aussi parler dedans pour savoir qui va voter, qui va pas voter là. Les cartes d'identité là, c'est nous-mêmes on va payer pour ça d'abord. Ça fait 1. De 2, ceux qui n'ont pas de papier même là, mais qui sont ivoiriens là, c'est nous aussi on va payer l'argent des audiences foraines. De 3, l'élection lui-même là, c'est nous on va organiser, sécuriser et puis mettre tout en place. Tout le monde dit on est d'accord. On dit en plus de cela là, on a d'autres conditions. Les conditions de l'ONU pour qu'une élection soit validée par l'ONU là, il y a des conditions, hein. 1. Il faut que l'élection en elle-même puisse inclure toutes les personnes qui respectent le droit. Il faut que ce soit une élection transparente. Et conformément aux normes internationales. C'est très important. Ce n'est plus en fonction des normes de Laurent Gbagbo, mais des humains de Laurent Gbagbo. Puisque vous avez confié votre sort à l'ONU, l'ONU étant une institution internationale, maintenant là, on va traiter votre destin selon les critères internationaux. Donc, comment on va faire ça de façon pratique? Nous, on n'est pas venus pour dire l'élection a été bien faite, mais elle n'a pas été mal faite. Notre rôle là, c'est de nous assurer que l'élection là, toutes les étapes vont respecter les normes internationales. Et c'est pourquoi, pour que ces élections là aient bel et bien lieu, chaque étape des élections là, on va voter chaque loi qu'on va prendre. Les candidats, quand on va finir de décider là, les candidats qui ont été choisis là, on va apporter ça, on va mettre ça dans la loi internationale, ça sera une résolution. On est d'accord. Quand la liste électorale sera prête et puis on va la diffuser là, on va voter une loi internationale. Par exemple, la loi 1826 du 29 juillet 2008. Pour dire que la liste là, on s'est tous entendus sur la liste. On a voté la résolution 1826 le 29 juillet 2008. On dit il n'y a pas de problème, ça aussi c'est bien. On dit après encore, il y a quoi encore? Ils disent ok. De cette même manière là, si on finit les élections, de la même manière que pour chaque étape, on a pris des lois internationales pour valider là. S'il arrive que quelqu'un veut refuser les résultats, écoutez-moi très bien. S'il arrive que quelqu'un veut refuser les résultats là, il dit ça fait partie de nos moyens. On peut lever la force pour limer la personne. Jean Gbagbo ne savait pas que c'est dans ce piège-là lui allait tomber. Il ne savait pas que c'est lui qui allait contester les élections. Pourquoi il a accepté la validation du premier tour? Et pourquoi il ne peut pas accepter la validation du deuxième tour? Parce qu'il savait qu'il avait perdu les élections. Et c'est de cette même façon-là que la résolution 1975 va venir pour dire, comme Laurent Gbagbo a refusé de respecter les conditions des élections là, on va le limer maintenant. Et c'est comme ça que la résolution 19, le certificateur, parce que le certificateur là, il avait des caractéristiques dans ses moyens. Dans ses moyens qu'il avait là. C'est-à-dire qu'il n'était pas venu comme un mouton pour assister. Quelle était la possibilité qu'il avait pour obliger les gens à respecter ces élections? Je vais aussi vous donner ça. D'abord là, c'est lui qui devrait, à travers sa parole et ses preuves à l'appui, démontrer que les résultats ont été respectés. Donc sa parole là était au-delà même du Conseil constitutionnel. Ça fait 1. Dans ses capacités, il dit quel que soit celui qui a gagné les élections là, il n'y aura pas de compromission et aucune contestation non démocratique ne sera acceptée. Il s'est donné les moyens pour aller dans ce sens. Et dans la résolution, au cas peu probable où les résultats veulent être contestés de façon non démocratique, alors que la réalité en face de tout le monde, le certificateur Choi, il a également la capacité d'activer les moyens de l'ONU pour prendre une résolution, pour sanctionner militairement ceux qui veulent contester les résultats. Et c'est ce qui est arrivé avec la résolution 1975
qui a fait qu'il a demandé à l'ONU de bombarder Laurent Gbagbo pour l'enlever comme un chien au pouvoir. Voilà ce qui s'est passé. Et les gens peuvent spéculer sur les réalités. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Mais avant d'arriver à tout ça, il s'est donné des instruments personnels pour faciliter la médiation entre les protagonistes. Et ça, il l'a fait en 4 points. Il dit, au cas où il y a un problème là, la première chose que je fais, je vais essayer de régler le problème à 4 niveaux. Le premier niveau, je discute avec les différentes personnes séparément pour qu'on puisse trouver un point d'entente. Si cela ne marche pas au deuxième point, je contacte les protagonistes directement. Je les mets en contact et je leur dis de trouver une solution au plan national. Si ça aussi, ça ne marche pas, moi-même le certificateur, j'appelle Kofi Annan et je lui dis, il n'a qu'à prendre une décision comme en tant qu'arbitre. Et si ça ne marche pas, la 4e solution, on vote une résolution dans un rapport du Conseil de sécurité de l'ONU pour prendre des dispositions parce que c'est le monde entier qui aura décidé de cela. Voilà tout ce que les gens veulent cacher aux Ivoiriens. Et peut-être qu'expliquer de cette façon-là, les gens vont comprendre beaucoup de choses et ça va éclairer beaucoup de choses pour dire qu'on n'est pas dans un amusement. Nous sommes là pour diriger 30 millions d'Ivoiriens. Peut-être même, dans 10 ans, on sera peut-être 50 millions. On ne peut pas s'amuser à gérer le destin des gens dans la peu près. Gérer un pays, c'est une tâche trop sérieuse pour qu'on puisse confier cette tâche-là à des plaisantins comme Laurent Gbagbo Meshakadjan. Mais s'ils pensent que c'est à travers leurs grimaces qu'ils vont distraire le peuple, on va leur enseigner ça d'une manière des plus brutale. Et donc je vais m'arrêter là en espérant que ça va servir un peu. Merci à vous. Ok, merci beaucoup éclaireur pour ces clarifications et surtout pour comment il appelait ça, l'analyse synthétique. Voilà, merci beaucoup. Et je voulais poser une question, c'est par rapport à la participation des forces nouvelles et du RDR au gouvernement de Gbagbo, parce que je vois sur la toile, j'ai vu hier sur une page quelqu'un qui a sorti la liste des acteurs qui ont participé je sais pas, c'était le gouvernement d'Union nationale. C'était suite à quoi? Est-ce que c'est parce que moi je suis allée mettre en commentaire que de toutes les façons cette année il y aura pas de compromission, il y aura pas d'accord, il y aura pas de gouvernement d'Union nationale parce que la Côte d'Ivoire n'est pas en situation de crise. Est-ce que à l'époque, pour que les forces nouvelles et le RDR participent au gouvernement de Gbagbo, c'était suite à quoi? Aux accords ou à des compromissions ou à des arrangements politiques? C'était suite aux accords de Linas Marcoussis. Et vous savez que Laurent Gbagbo, comme j'ai démontré simplement, quand on dit que ton pays a attaqué que 60% occupé, mais ça veut dire que tu as perdu la guerre. Donc Laurent Gbagbo n'avait d'autre choix que de négocier. Et à Linas Marcoussis, les gens lui ont dit, tu vas devoir faire. Puisque tu n'as plus le pouvoir, tu n'as pas l'entièreté du territoire. Et aujourd'hui même, ce sont les Français qui te protègent. Si tu es encore au pouvoir, il faut dire Dieu merci aux Français. C'est quand on te propose. C'est là que De Villepin a crié sur lui là pour dire tu es embêtant à la fin. Tu acceptes ou tu refuses, ou on te dégage. Beaucoup n'ont pas entendu, mais c'est ce message-là qui lui a été dit. Mais Gbagbo savait qu'il n'avait plus d'autorité, puisque son armée a été mise en déroute. Il avait perdu aussi le territoire. Donc, la seule chose qui pouvait lui encore rester, c'était de se maintenir au pouvoir. Et Gbagbo il n'avait pas la possibilité. Et pourquoi, quand il est revenu en Côte d'Ivoire, il dit que les gens lui ont forcé la main. Mais comme pour vous dire que le vrai gouvernement de Laurent Gbagbo, c'est le gouvernement qu'il a formé le 27 octobre 2000. Chers maîtres, dans ce gouvernement, vous saviez, sur les 23 personnes, 20 étaient de l'ethnie de Laurent Gbagbo. Et donc, c'est ce qui démontre de la vraie capacité d'un homme à être un vrai dirigeant. Gbagbo avait mis, et ça là, si vous voulez, je peux prendre le document, le lire en face de vous tous. Hein. Vous tapez seulement le gouvernement de Laurent Gbagbo en date du 27 octobre 2000. Vous regardez dedans là-bas. Rien que des amis et des proches, il a mis un gouvernement tribal en place. Il n'y a que sur les 23, 3 personnes qui ont des noms à consonance nordique. Mais je laisse ça.
le 11 mai 2011, quand on prend le gouvernement du président Ouattara, sur les 36 personnes qui sont nommées, vous voyez que c'est la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le même contexte où Laurent Gbagbo n'avait pas de pression, là où il a nommé des amis et il a formé un gouvernement de clans, dans les mêmes conditions, le président Ouattara qui venait de gagner dans les urnes et qui a sanctionné Laurent Gbagbo comme un fruit pourri pour prendre avec la reconnaissance internationale, au lieu de former un gouvernement qui a acquis à sa cause, il a formé un gouvernement où il a inclus toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc à la vérité, ces gens-là veulent faire une projection de leurs mauvaises actions pour dire comme eux ils ont été lamentables et mauvais, il faudra qu'eux ils utilisent leur bouche pour rendre les autres mauvais. Alors que les faits sont là. Ce que j'ai dit là, je n'invente rien. J'ai dit vous tapez 27 octobre 2000, le gouvernement de Laurent Gbagbo. On lit ça devant tout le monde. J'interpelle vos esprits directement. Vous faites la même chose avec Ouattara. Et donc c'est de cette manière-là qu'on apprend à connaître les gens. Quand tu as la toute puissance et que personne ne peut t'arrêter, les décisions que tu prends là, ce sont ces décisions-là qui reflètent ta vraie personnalité. Donc le gouvernement d'union nationale dont tu nous parles après l'attaque du 9 septembre 2002, mais c'est un gouvernement naturellement qui allait comprendre des crabes, des souris et même des hirondelles. Parce que Laurent Gbagbo avait perdu la guerre, parce qu'un groupe de rebelles, ce n'est pas forcément les hommes les plus organisés. Et donc là, le pays était dans l'instabilité. Et c'est pourquoi tout le monde était dans le gouvernement. Ce n'est pas une preuve de votre grandeur. Et ce que vous voulez là, il faut d'abord que vous attaquiez Ouattara pour lui imposer une rébellion, pour l'affaiblir. Et puis on va arriver au même résultat. Sinon là, lui il est très sérieux dans sa gestion. Il ne va pas s'amuser à offrir le destin de la Côte d'Ivoire à des gouvernements d'union nationale. Et chers mères, c'est à cela que ces opposants malhonnêtes et estropiés voulaient nous conduire. Non, on est contre la CEI. Non, si Ouattara dit les candidats, on va faire ça. Non, il ne faut pas organiser les élections, on a peur que la Côte d'Ivoire va brûler. Hein? Vous avez peur que la Côte d'Ivoire brûle? Alors que l'autorité dit chaque jour qu'elle va sécuriser le pays. En réalité, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir nous faire peur. Et qu'on va dire comme c'est comme ça, on n'a qu'à laisser leur plan qui était caché là. Ils voulaient qu'on arrive au 25 octobre 2025 à minuit. C'est les mêmes qui vont sortir pour dire ah Ouattara, comme la date même là, la constitution de 2016 là, comme c'est toi-même là-haut qui a écrit ça là-haut, et puis la date est passée maintenant là-haut, tu n'es plus président. Donc là on appelle maintenant l'ONU. L'ONU n'a qu'à venir organiser l'élection là maintenant. Mais c'est mal nous connaître. Depuis 2021, nous on avait déjà réfléchi sur tous ces scénarios là. Ça ne va pas marcher. Élection là, on va faire. Ça sera quand? 25 octobre 2025. Et là, le vainqueur là, c'est lui qui va diriger la Côte d'Ivoire. Si vous avez été faible, inconscient et médiocre pour vous amuser avec votre pouvoir, pour ne rien servir aux Ivoiriens, sachez que nous là, nous on respecte trop les Ivoiriens pour nous amuser à perdre le temps des Ivoiriens et pour nous amuser avec les lois que les Ivoiriens se sont données. On ne va jamais rentrer dans ce schéma là pour manquer de respect aux Ivoiriens. Merci beaucoup, cher mère. En tout cas, merci beaucoup, et j'ai rigolé. Pardon, et puis dit, il y a un gouvernement où il y a tous les crabes et les vermines et autres. Ça m'a fait trop rigoler, je rigolais celui-ci. Oui, donc. Non, mais, cher, mais imaginez-vous un gouvernement où des gens vous disent, non, moi j'étais dans le gouvernement pour prendre des renseignements pour donner à Ouattara. Non, de vous à moi. Et nous, on va rester là, on va faire ça. Demain, on va dire, non, nous, on était venus au gouvernement pour prendre des renseignements pour donner à Gbagbo. C'est qui est idiot? Vraiment. Et c'est parce que moi, j'aime évoquer les faits sans état d'âme. Hein. Les gouvernements d'union nationale, là, c'est toujours fait pour venir saboter la République. Parce que l'État, ceux qui sont son incarnation, sont des défaillants. Ahmed Bakayoko l'a dit. Que lui, il était dans le gouvernement là, c'était pour récupérer les informations pour donner à Ouattara. À la guerre comme à la guerre. Vous avez été des clowns, des cons. Mais les gens ont usé de votre idiotie pour vous avoir. Et puis vous voulez que nous n'ayons qu'à accepter ça. Vous avez joué les idiots, les gens vous l'ont mis profondément. Mais vous avez perdu le pouvoir, la douleur est dans votre corps. Nous on s'en fout de ça. Et nous on n'aura pas de compassion pour vous. Ne pensez pas qu'on va vous faire de compromission. Ne pensez pas qu'on va jouer avec vous.
Et donc, c'était un mélange de tout. Merci. Chacun était dans ce gouvernement-là pour atteindre ses objectifs. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec nous, mais nous, on ne va jamais accepter. Si on dit ça clairement à tout le monde, eux-mêmes vont comprendre que nous, on comprend leur plan. Et nos parents qui ne comprennent pas la politique vont comprendre que, ah, donc c'est comme ça se passe. Et puis maintenant, chacun sait comment il doit agir. Considérant que, conformément à l'article 59 nouveau du Code électoral, la Commission électorale indépendante a, le 2 décembre 2010, proclamé les résultats provisoires du second tour du scrutin et désigné M. Alassane Ouattara vainqueur du dit scrutin. Considérant que le 3 décembre 2010, par décision numéro CI 2010 EP 34 03 12 CC SG, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 et désigné M. Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Considérant en outre que le 3 décembre 2010, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire a certifié les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle tels que proclamés par le président de la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010, désignant M. Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. Considérant que suite à ces proclamations contraires, une crise post-électorale s'est élevée sur les résultats du scrutin du 28 novembre 2010. Considérant qu'en raison de la gravité de cette crise, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est saisie du dossier ivoirien et a décidé, entre autres, qu'au vu des éléments en sa possession, M. Alassane Ouattara devait être considéré comme le président élu de Côte d'Ivoire. Considérant qu'à la suite de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine s'est à son tour saisie du dossier ivoirien, considérant que la Côte d'Ivoire est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963, devenue l'Union africaine en 2000. Considérant que les normes et dispositions internationales acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes, sous réserve de leur application par l'autre partie. Considérant que lors de sa 259e réunion du Conseil de paix et de sécurité, tenue le 28 janvier 2011 à Addis Abeba, Éthiopie, l'Union africaine a décidé de la mise en place d'un groupe de haut niveau présidé par le président de la République islamique de Mauritanie et comprenant les chefs d'État d'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Tanzanie et du Tchad. Considérant que ce groupe de haut niveau avait pour mission d'évaluer la situation en Côte d'Ivoire et de formuler, sur la base des décisions pertinentes de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une solution politique qui sera contraignante pour toutes les parties ivoiriennes. Qu'ainsi, lors de sa 265e réunion en date du 10 mars 2011, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a entériné les résultats des travaux et investigations du groupe de haut niveau qui a réaffirmé la victoire de M. Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 et demandé le départ de M. Laurent Gbagbo. Considérant qu'il convient de rappeler qu'au terme des dispositions du paragraphe 6C de la 259e réunion susvisée, que les conclusions du groupe de haut niveau de l'Union africaine pour le règlement de la crise en Côte d'Ivoire, telles qu'elles seront entérinées par le Conseil de paix et de sécurité, seront contraignantes pour toutes les parties ivoiriennes avec lesquelles elles auront été négociées. Considérant que le Conseil de paix et de sécurité, en sa 270e réunion tenue le 5 avril 2011, a reconduit ses précédentes décisions sur la Côte d'Ivoire, à savoir celles issues de ses 259e et 265e réunions tenues respectivement les 28 janvier et 10 mars 2011 et reconnu M. Alassane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Décide. Article 1er. Le Conseil constitutionnel fait sienne les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le règlement de la crise en Côte d'Ivoire. Article 2. Proclame M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3. En raison des circonstances exceptionnelles, le Conseil constitutionnel prend acte
des décisions prises par le président Alassane Ouattara et les déclare valides. Le Conseil constitutionnel invite le président Alassane Ouattara à prêter serment en audience solennelle dans les meilleurs délais. Article 4. Toutes décisions contraires à la présente sont nulles et de nul effet. Article 5. La présente décision sera affichée et publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 4 mai 2011. Je vous remercie.